Bonjour tout le monde et bienvenue dans Lecture du mois, l'émission qui parle des mangas et des BD que j'ai lus durant le mois en cours. Donc le mois de décembre c'était un mois assez calme, donc je me suis dit je vais pas faire deux vidéos lecture du mois, mais une seule, une grosse vidéo lecture du mois, avec la pile qui est ici. Il y a pas mal de choses, il y a quelques nouveautés, quelques séries qui se terminent, et on commence tout de suite. On commence avec Conan le Cimérien. Alors ça faisait pas mal de temps que je vous en parlais de Conan le Cimérien parce que c'est une collection de BD qui a commencé cette année qui est vraiment top et je me suis dit maintenant dans les lectures du mois je fais un peu ce que je veux, je parle pas que forcément de manga. Donc Conan le Cimérien c'est le quatrième tome de la collection Conan le Cimérien. Le quatrième tome c'est la fille du géant de gel et donc en fait juste pour vous expliquer un petit peu, c'est une collection de BD qui est assez spéciale parce qu'en fait on suit pas un auteur, mais des auteurs. Par exemple, le tome 1, c'était un duo d'auteurs, le tome 2, un nouveau duo, le tome 3 aussi, là, c'est un seul auteur qui fait tout. Et en fait, c'est ça le but de cette collection, c'est qu'il y a un duo d'auteurs ou un auteur qui adapte plutôt, je voudrais dire, un roman de monsieur, enfin une nouvelle de monsieur Robert E. Howard, qui a fait les Conan le Cimérien ou Conan le Barbare, pour ceux qui connaissent un petit peu mieux. Et donc en fait, à chaque fois c'est une histoire en termes de dessin, d'adaptation, c'est vraiment à chaque fois très différent. Et alors là, celui-là, c'est La fille du géant de gel, le quatrième tome qui est sorti il y a pas longtemps. Et c'est fabuleux. C'est Robin Retch qui a fait cette BD qui est tout seul, il est tout seul dessus. Et en fait, alors pour ceux qui connaissent un petit peu, il a fait Elric, la BD Elric, qui est fabuleuse. Et le dessin là-dedans est fabuleux. Donc pour juste résumer vite fait, vous pouvez commencer avec cette BD parce que, comme je l'ai peut-être pas dit, mais chaque BD c'est une histoire et en fait les histoires ne sont pas chronologiques. Il peut se passer 10 ans entre chaque BD, on sait pas dans quel ordre ça se passe. En plus, l'auteur Robert Howard a laissé un peu le doute parce qu'à chaque fois le personnage dit oui, j'étais ça dans une BD, enfin dans une nouvelle. La nouvelle suivante, il dit plus ou moins la même chose, des fois il rajoute, des fois il enlève. Donc on sait pas trop dans quel ordre se sont passées les histoires. Et les histoires ne se passent pas dans le même ordre, donc on s'en fout un petit peu. Vous pouvez commencer avec celle-ci, elle est fabuleuse. On suit donc dans cette BD Conan, dans une sorte de terre des glaces viking, où il y a des vikings qui s'entretuent, et en fait il y a une divinité qui s'appelle la fille du géant de gel, qui cherche des hommes très forts pour les emmener, on va dire, dans une sorte de Valhalla, et donc il va la rencontrer, parce que c'est un homme fort, Conan, et il va la rencontrer, ils vont partir dans une sorte de monde peut-être pas forcément métaphysique, mais voilà, il va faire un petit parcours... je vais pas dire idéologique, mais voilà, il va suivre un petit cheminement avec elle, et c'est génial, le dessin est ouf, le découpage est ouf, l'histoire est cool, et en plus, moi j'ai édition, première édition, donc avec un petit cahier de 8 pages en plus qui est dedans, donc c'est des croquis, et des informations en plus, c'est sympa. Donc si vous connaissez pas Conan le Cimérien, allez-y, c'est une très bonne collection. Maintenant, on parle manga avec The Isolated Zone tome 1, donc c'est une nouveauté de H2T, et alors, comment vous dire, ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'attends ce manga. Là, j'ai un petit catalogue H2T, je l'ai retrouvé, il est plein de poussière, où il y avait leur future sortie 2017, et il était dedans, il était annoncé. En plus, la couverture a changé entre-temps, je sais pas si vous voyez. Et donc... ça fait longtemps que j'attendais, il est enfin sorti, j'ai pris que le tome 1, je suis trop con parce que c'est super bien. Je vais sûrement vous faire un manga chaud en début d'année 2019, donc en janvier, pour en parler, c'est super bien. Alors pour en parler brièvement, on est dans une sorte de manga post-apo, donc on est dans une sorte de région du Japon, donc le Kanto, qui a été dévastée par une arme biologique, et on suit un groupe d'enfants qui survit dans ce quartier, enfin cette région du Japon, ce département du Japon qui est dévasté. On est dans une sorte d'univers... pas forcément Akira, mais plus Hokuto no Ken ou Violent Jack, et on suit un groupe d'enfants qui survit, c'est assez trash, hein. Il y a pas mal de moments où ils s'entretuent, il y a de la violence, et en plus, alors, moi c'est juste personnel, mais le style de l'auteur est très old school, et il y a vraiment un petit côté Kurumada, donc l'auteur de Senseiya, ou l'auteur de Olive Tom, Captain Tsubasa. Donc voilà, si vous kiffez un peu le style de ces auteurs-là, vous allez retrouver un petit peu cette vibe dans le dessin. La couverture, elle rend pas trop hommage, parce que je pense que c'est une couverture qu'elle a refait récemment avec un nouveau style. Mais voilà, si vous, je sais pas si vous voyez là, vous voyez très bien. Et voilà, il y a un style un petit peu old school, j'aime beaucoup. Et je vais vous en parler un petit peu dans un manga show quand j'aurai lu le tome 2. J'aurai lu un peu plus de trucs. Il y a 14 tomes en tout au Japon, donc s'ils sortent un tome tous les 2 mois, on aura fini dans 2 ans. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Kingdom tome 7 et tome 8, hein, oui comme j'ai dit, j'essaie de lire un tome tous les 2 semaines. Là il y a eu un mois qui est passé, donc j'ai lu 2 tomes. Donc on va en parler rapidement. Dans le tome 7, on a la fin de la première bataille de Shin, donc avec Dukyu qui affronte Gokai, les deux généraux, l'affrontement de Guedin. Vers la fin, on a le début, on va dire, de ce qui se passe dans le tome 8 avec un flashback sur le roi Sai. Putain, j'ai plus son nom, j'ai un doute là maintenant, je sais plus comment il s'appelle le roi. Putain, je suis con.
c'est ça, putain, Heisei, le roi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait avant d'arriver à la cour? Parce que on découvre qu'en fait, avant d'être le prince héritier dans la cour du roi, il vivait une autre vie un peu misérable. Et donc, on découvre ça pendant un bon 3/4 de tome, moitié de tome, tome 8. C'est vraiment super intéressant. Tu vois l'évolution du personnage entre ce qu'il était avant et ce qu'il est aujourd'hui. Plus la classe en plus, là tu te dis, il n'y a plus encore plus la classe comme ça en fait. Et bon, après on retourne sur Shin et qui va s'acheter sa première armure. Et bah, on annonce déjà la prochaine bataille qui va être fabuleuse. Et déjà l'arc qui arrive à la fin du tome avec les assassins, il est cool. Mais vous allez voir quand on va retourner sur les batailles, ça va être épique. Capitaine Albator Dimension Voyage. J'aime de plus en plus, hein, je le dis à chaque fois, j'aime de plus en plus cette série. Mais et je le disais, je vais peut-être me répéter, mais c'est vraiment une série fanservice pour les gens qui kiffent Albator, qui kiffent l'univers de Leiji Matsumoto. Parce que, en fait, dans ce manga, là, on a plein de références à d'autres œuvres. Par exemple, il y a Albator qui parle de sa rencontre avec son ami Toshiro et dit ouais, on s'est rencontrés, on était des pirates. Donc je crois que c'est une référence à un de ses mangas, je suis pas sûr. Après il dit ouais, on est parti dans le Far West. Là c'est Gun Frontier, je l'ai reconnu direct la référence. Il rencontre le Galaxy Express. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, c'est génial. Bon, ça fait plaisir pour un fan de Leiji Matsumoto. Après, derrière, l'histoire avance, c'est toujours aussi sympa. Là, ils annoncent une grosse bataille vers la fin. Ça va être épique, le prochain tome. Et Captain Albator Dimension Voyage, je kiffe toujours autant. Levius Est, tome 5, donc comme vous le savez peut-être pas grâce à la couverture, en fait c'est un gros tome consacré au combat entre Natalia qui est ici et Balthus qui est ici. Donc on est toujours dans le tournoi alors je sais plus le nom du tournoi, ça fait très longtemps. Donc le tournoi de niveau 3, c'est ça. Le Sunzer Slam, le plus grand tournoi qui s'oppose aux meilleurs combattants, d'accord. Et ouais, c'est franchement l'auteur, il se lâche. Enfin, franchement, le dessin, il est monstrueux là dans celui-là. Enfin, toujours aussi monstrueux, mais là, j'avoue que c'est un gros tome affrontement entre les deux personnages, entre Natalia et Balthus. C'est assez épique, c'est assez violent, c'est cool. Et vivement le combat entre Levius et le numéro 1, parce que putain, depuis le tome 1, il nous le tease. Je veux le voir maintenant, je veux le voir, ce combat entre notre héros. Il a quasiment pas combattu de cette saison-là, de cette partie. J'ai hâte de le voir affronter le numéro 1. Parce que là, il faut monter la sauce, il faut monter la sauce. Si c'est pas épique, encore plus épique que celui-ci, putain, on va gueuler. Hein. C'est sûr et certain, on va gueuler. To Your Eternity, tome 8. Alors, Im a rencontré le prince Banchen, qui est sur la couverture. Un personnage assez excentrique au début du tome. Enfin, même, je me souviens que vers la fin du tome 7, il est déjà assez excentrique. Et là, il est encore plus excentrique dans celui-ci. On découvre toutes ces petites manières. Et en fait, on a un a priori sur le début du tome en disant putain, quel gros connard. Et en fait, plus le tome passe, plus Im passe du temps avec ce personnage-là, plus on découvre on va dire ses ambitions et son côté gentil en fait tout son côté excentrique cache une très grande gentillesse. Par exemple, il dit à ses hommes oui, portez-moi. Oui, en fait, les hommes veulent le porter. En fait, c'est pas lui qui demande à ses hommes de le porter, c'est ses hommes qui veulent le porter parce qu'il est tellement sympa, il connaît le nom de tous ses hommes, voilà, il prend vraiment soin de ses hommes qu'ils veulent le remercier en le portant, en essayant qu'il ne se fatigue pas. Voilà, c'est un personnage qui est vraiment super sympa. Au début, c'est un gros connard, mais enfin, un gros connard, ouais, il est un peu bizarre, tu te dis, oh, c'est qui ce connard? Et en fait, avec le temps, tu te dis, ouais, il est trop stylé. Il y a des chances à 90% qui deviennent une forme de Im prochainement. Et en parlant d'Im, dans ce tome, c'est un peu le tome de l'amour parce qu'il découvre un petit peu le sentiment d'amour. Ça va annoncer du lourd pour la suite, je pense. Et voilà, c'est toujours aussi stylé, To Your Eternity, j'aime beaucoup. Card Captor Sakura, tome 9, donc c'est la fin de cette édition de luxe à Captor, hein, un tome tous les mois depuis le mois de mars-avril, donc ouais, ça s'est terminé en fin d'année, logique. Et donc la première moitié, premier tiers du tome, c'est la fin. Ouais, peut-être au moins la première moitié, c'est la fin du combat entre Sakura et Clo, donc la résolution que je n'avais jamais vue en animé, donc c'est la première fois que je le découvrais. Et la fin est sympa. C'est bizarre parce que bon, moi j'ai vu l'animé Clear Card Arc, c'est un peu bizarre par rapport à cette fin là et ce qui se passe ensuite. À voir, après je sais pas comment adapter l'animé parce qu'il y a énormément de différence entre le manga et l'animé, et l'animé a plutôt suivi la fin de l'animé, je pense, parce que par exemple la cousine de Shaolan n'apparaît pas du tout dans ce manga, là où elle est très importante dans l'animé, donc voilà, je sais pas. Et donc la deuxième moitié du manga, c'est du slice of life, les romances qui se concluent, et je sais pas comment ça s'est passé au Japon, mais en France, ça a dû gueuler à fond, parce que autant, bon, les petites romances entre les écoliers, entre Shaolin et Sakura, entre le mec qui raconte des mythos et la fille avec les couettes,
Rika, si je dis pas de conneries, non c'est pas Rika, Rika c'est celle qui est amoureuse de son prof. Et si j'en parlais, ça veut dire sa pote, c'est mignon. Autant voir Eriol, gamin, bon même s'il a une sagesse de mec qui a 400 ans, avec une prof de 30 ans, tu fais waouh, c'est chelou, toi, bon c'est de la pédophilie. Rika, la petite fille avec, qui est super sage avec son prof de 30 ans, tu dis ça s'appelle de la pédophilie, monsieur. Bon, il y a aussi des relations yaoi quasiment. C'est même plus explicite, hein, c'est carrément marqué noir sur blanc. Ouais, tu kiffes machin. Voilà, donc c'est le frère de Toya et Yukito qui sont. C'est quasiment marqué noir sur blanc qui sont ensemble ou qui vont finir ensemble. Bon, après, ça me gêne pas, hein, moi je m'en fous. Hein, mais c'est vrai que à l'époque, les parents, s'ils avaient découvert ça, ils auraient gueulé, mais une force. Mais voilà, après, bon, ça se finit comme a commencé Clear Card Arc avec Shalon qui se barre en Hong Kong, qui revient 2-3 ans plus tard, ils sont au collège, et ils s'étreintent, ils sont amoureux, ils sont tout mignons. Voilà, c'est sympa, franchement, j'aime beaucoup. Clear Card Arc, la suite, je la prendrai quand ça sera terminé, je m'achèterai tous les tomes d'un coup, parce que j'ai pas forcément envie de m'acheter un tome tous les 2-3 mois. Ouah, j'ai bien aimé l'animé, mais c'est pas non plus une grosse claque qui m'a fait « Ah, c'est génial, je vais acheter la suite !» Donc, ouais, c'est sympa. Shingeki no Kyojin, tome 26, alors je vais essayer de... C'est compliqué en fait de pas trop vous spoil ceux qui regardent pas l'animé. Alors je l'ai pas lu ce tome là parce que en fait ça fait alors 2-3 tomes de Shingeki no Kyojin qu'en fait je les lisais pas parce que je connaissais par rapport au scan et en fait ça fait pas mal de temps que je ne suis plus scan de Shingeki no Kyojin et en fait je suis un peu à la ramasse et en fait j'ai pas envie de me lire le tome 26 parce que je pense que je suis pas du tout à jour, je sais plus du tout ce qui s'est passé avant, après, tout ça et j'ai envie de suivre du mieux possible la série, donc je vais me retaper les 26 tomes, comme ça je les savourerai mieux, parce que je pense que si je le lis, je vais l'aimer, mais je vais dire moi sans plus, enfin je vais peut-être pas comprendre les références, je vais peut-être pas voir tous les petits vices qu'il y a dedans, il faut que je me relise la série en intégrale, les 25-26 tomes, là il y en a 26, mais par rapport à ce que m'avait expliqué mon frère, c'est épique, il y a des trucs assez épiques, il m'a raconté un petit peu, en détail, il fait ouais il se passe ça dans celui-là, il se passe ça dans ce tome-là. Il y a des trucs épiques, il y a de l'épique, ça sera sûrement la saison 4 de Shingeki, mais il y a de l'épique, il y a du combat de titans, c'est génial, c'est génial. Mad in Heaven tome 2, j'avais pas mal aimé le tome 1, c'était vraiment what the fuck, et c'est dans la collection what the fuck, comme les deux prochains titres dont je vais parler, et donc le speech du tome 1 c'était je veux toucher des nichons, là le speech du tome 2 c'est je veux me faire dépuceler. Et c'est toujours aussi barré, il y a toujours des situations complètement débiles. Et alors j'aime beaucoup le personnage du mangaka qui lui ne se souvient pas de ses anciennes réincarnations, au contraire de ses amis, donc son assistante et son meilleur ami qui eux se souviennent de leur vie précédente avec le moine. Et en fait ils font tout pour ils font tout pour que ça ne se reproduise pas en fait, dans le sens où le moine veut absolument finir avec le héros, enfin, le meilleur ami du héros veut finir avec le héros, et l'assistante veut finir avec lui aussi, parce qu'ils n'ont jamais réussi à finir ensemble. Donc l'un veut le pécho et l'autre veut se marier avec, c'est comme ça. Et le héros, vu qu'ils voient qu'ils se connaissent, ils se disent ils ont sûrement été en couple avant, et en fait ils essaient de se retrouver chez moi. C'est génial, voilà, c'est génial, alors qu'en fait pas du tout, ils se détestent, mais c'est génial. Et bon, il y a des situations complètement débiles, genre par exemple la couverture. Essayez de comprendre la logique de cette couverture avec les deux qui se touchent les pectoraux et les fesses. Ils expliquent pourquoi dans le manga, mais c'est juste n'importe quoi, mais c'est génial. Et j'ai hâte de voir la suite parce que ça a l'air trop bien. J'aime beaucoup, de plus en plus j'aime cette série. World War Demon, tome 8 sur 11, si je dis pas de conneries, c'est bientôt la fin. Donc là, on est dans la dernière nuit des Alice, et cette fois, on ne ramène pas les Alice de Tokyo, mais tous les meilleurs Alice de chaque pays. Donc, t'as un Américain, t'as un Allemand, t'as une Japonaise, t'as un Chinois, et ils ont l'air tous plus dingues les uns que les autres. Déjà, dans l'équipe japonaise, il y avait quand même des gros tarés, mais là, c'est les plus gros tarés de chaque équipe de gros tarés. Donc c'est la Suicide Squad, là c'est des mecs qui ont l'air assez barrés, ils ont l'air en plus très forts parce qu'ils sont censés être les plus forts de chacun de leur pays. À voir la suite parce que là ils arrivent vers le du tome dans la dernière nuit, il reste encore 3 tomes donc ça va être assez violent. En plus il faut qu'on comprenne un petit peu les personnages, parce qu'on découvre pourquoi ils sont barrés. Il y en a une, elle porte un masque à gaz, elle dit ouais si j'enlève je peux plus respirer, tu sais pas pourquoi. Il y a un mec, c'est une sorte de mafieux chinois, il y en a un, il fait un sourire, tout le monde a peur de lui, tu dis oh là là, c'est quoi cette team, ils vont s'entretuer, c'est des malades, c'est des pédophiles, c'est des tarés. À voir, voilà. J'ai dit des conneries, mais j'ai vraiment envie de voir la fin. Franchement, c'est vraiment de mieux en mieux World War Demon.
j'aime beaucoup. Les contes graveleux de mon papy, je l'ai pas encore terminé, vous voyez que j'ai le marque-page qui est en plein milieu, mais je peux vous en parler parce que finalement en fait il n'y a pas d'histoire en fait, hein. Enfin c'est une histoire qui raconte des histoires, en fait comme vous avez compris avec le titre, en fait c'est l'histoire d'un papy qui raconte des histoires à son petit-fils et en fait il reprend les contes, japonais. Pour l'instant, il y avait pas mal de japonais, il y avait un peu d'européens. Par exemple, j'ai vu La Petite Sirène, mais dans le deuxième chapitre, on nous raconte l'histoire de la petite fille aux allumettes. Le chapitre 1, c'est Momotaro. Le chapitre 2, c'est le truc avec les grues. Voilà, il y a un peu de japonais, un petit peu d'européens. Et en fait, il les reprend et il les détourne, mais genre en mode what the fuck. C'est même pas genre, il raconte un peu de yoku. Non, non, c'est à base de le premier conte, le deuxième conte, hein, pour mode simple, ça tout le monde va connaître. C'est la petite fille aux allumettes, il dit ouais, alors vous voulez vendre des allumettes, elle est allée à la fac, elle a appris, elle a fait la fête, elle a fait des cours de management, elle a vendu, elle a fait une affaire, voilà, elle est devenue super riche et après elle est devenue une clodo. C'est complètement débile, ça n'a rien à voir avec le conte, mais c'est génial. Le dessin est assez simpliste, hein, c'est vraiment très grossier, mais ça fonctionne avec le titre. Et alors il faut savoir qu'en fait, ce gros volume, ça compense. Dedans en fait on a les 3 tomes japonais en un, donc pour 20 euros on a les 3 tomes à 7 euros, donc ça fait un prix assez raisonnable. Il y a 500 pages, c'est complètement débile, faut vraiment... ne lisez pas ça d'un coup je pense, hein. Moi je lis ça tout doucement, je lis un chapitre ou deux par jour, parce que franchement m'enchaîner les 500 pages d'un coup, je pense que je vais finir complètement teubé et je vais partir en mode dégénéré dans la forêt à poil, mais c'est vraiment drôle. Voilà, si vous connaissez les contes, ça passe. Quand vous connaissez pas trop les contes, j'avoue qu'il y a des contes, je les connais pas du tout, donc je vois qu'il s'est détourné, mais je comprends pas voilà, je comprends pas les tournements. Voilà, par exemple, la troisième histoire avec le truc de la grue. Voilà, je connais pas l'histoire d'origine. Momotaro, encore je le connais, donc bon après, t'as besoin de connaître le conte parce que bon, QR code Taro, donc en fait Momotaro n'est plus un enfant mais un QR code. Voilà, t'as compris que le truc s'était détourné. Mais c'est débile, mais c'est génial. Et voilà, le dessin est vraiment fantastique. En plus, il y a des scènes où les personnages ont des tronches pas possibles. Si j'essaie de trouver une page. Attendez, dans les premiers, je sais qu'il y a des pages où ils gueulent tout ce qu'ils peuvent. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est génial, ça me fait marrer. Le dessin est vraiment très simple, mais ça fonctionne et j'aime beaucoup. C'est qu'un seul tome, c'est un one-shot de 500 pages et c'est très bien. Isaac tome 4, et donc dans ce 4e tome, j'ai vraiment l'impression que la série va se terminer prochainement. Déjà dans le tome précédent, il y avait déjà les premiers affrontements entre Isaac et Lorenzo. Là, ça continue et le tome se finit par un face-à-face. Là, si c'est pas dans le prochain tome, je comprends pas comment la série va pouvoir continuer. Parce que si c'est genre à base de cling cling, on se reverra une prochaine fois. J'ai pas envie que la série non plus tire sur la longueur. Je pense qu'une vengeance sur 5-6 tomes, c'est pas mal. Si ça continue encore, à voir. Après, si c'est bien, mais j'avoue que si la série s'étire un petit peu trop, ça va devenir chiant. Et en tout cas, bon, c'est toujours bien dessiné, j'aime beaucoup. Il y a des... en plus, on voit ce personnage féminin là, sur la couverture qui tire. La scène est épique dans le manga, dans le tome. Voilà, j'aime beaucoup Isaac. Si vous connaissez pas, allez-y. Pour l'instant, il y a 4 tomes. Je pense que la série va pas durer très longtemps. Parce que par rapport à l'histoire, une histoire de vengeance, ça va pas non plus durer 150 tomes. Mais ouais, j'aime beaucoup. Golden Kamuy tome 13, donc ce tome marque la fin, la première moitié de l'arc, on va dire avec les aveugles, qui était quand même pas mal cool, avec les personnages qui voient dans le noir, donc forcément ils voient dans le noir, comme ils sont aveugles, ils peuvent entendre super bien, ils se battent dans le noir, les mecs c'est des putains de ninjas de la mort qui tue, en mode Daredevil, c'était vraiment cool, et le deuxième moitié du tome c'est consacré, ils veulent essayer de retrouver le fameux prisonnier qui a fait les tatouages, donc qui est censé être le père d'un personnage dans la série, et la fin, épique. Là j'ai dit, oh putain, je vais voir la suite tout de suite. Donc tome 14, il va se faire attendre pas mal, et Golden Kamuy, toujours aussi cool à lire, franchement j'apprécie toujours la lecture de chacun des tomes, et je kiffe la couverture, franchement là, la couverture elle est fabuleuse, avec, alors j'ai oublié son nom à lui, mais le capitaine là, franchement la couverture elle envoie du steak. Mimikaki, c'est un one-shot, alors c'est au Lézard Noir. Alors, j'avais entendu parler de l'auteur, monsieur Yoro Abe, qui est l'auteur de La Cantine de Minuit, donc une petite pub ici, un petit encart publicité ici. Et j'avais envie de me commencer La Cantine de Minuit, mais j'ai vu que le style était quand même assez spécial, parce que c'est vraiment un style très simple. Voilà, vraiment, limite des Monsieur Patates, mais c'est vraiment là, j'exagère un petit peu quand même, c'est pas à ce niveau-là. Et on m'avait dit Mimikaki, c'est vraiment cool. Donc je me suis dit, je vais prendre Mimikaki. Si ça me plaît pas, je commence pas La Cantine de Minuit.
c'est tout aussi spécial en fait. Alors on m'avait un petit peu expliqué le speech. Le Mikaki c'est en fait, c'est une tige de bambou pour se curer les oreilles. Et il y a une profession là-bas, donc c'est la dame qu'on voit ici, qui te cure les oreilles à ta place. Et en fait on va suivre des clients qui vont la voir et qui ont des soucis. Et à chaque fois, bah, en fait le curage d'oreilles va les... On va dire, il va les nettoyer, va les rendre se rendre bien. Par exemple, il y a une personnage qui se lave pas souvent les oreilles, en fait, qui se lave les oreilles avec un coton-tige, et en fait, elle a toujours désagréable, elle dit qu'elle a toujours la pluie autour d'elle, la poisse, et en fait, elle va voir Mikaki, parce que son fils veut voir Mikaki, elle va y aller, et en fait, elle va lui déboucher les oreilles, en fait, la vie va être mieux pour elle, elle va se retrouver dans une bonne vie, elle va se dire, ah c'est bon, le soleil est autour de moi. Voilà, il y a des trucs comme ça, il y a plein d'histoires, il y en a 7 ou 8, et en fait, il y a plein d'histoires qui ont été faites sur plusieurs années. Donc en fait, on voit l'évolution de l'auteur sur au moins 5-6 ans, c'est vraiment sympa, mais c'est une lecture pas pour tout le monde, hein. Voilà, c'est pas parce que c'est trash, mais c'est spécial. C'est vraiment très très spécial et très très bizarre comme lecture. Voilà, faut être un peu préparé psychologiquement à lire ça parce que c'est violent, mais parce que voilà, c'est spécial quoi. C'est un truc. Voilà, tu vas voir une meuf qui te cure les oreilles quoi. C'est prend 200 pages, 300 pages. C'est spécial quoi. Tu n'arrives pas à dire oh je vais voir ça. Non, voilà, il faut que tu sois un petit peu préparé, qu'on te dise ouais ça te parle de ça. Sinon tu vas peut-être trouver ça complètement débile et complètement nul. Et j'aime pas mal. Je vais peut-être me prendre la cantine de minuit, mais bon, chez les Arnois, il y a plein de trucs que j'ai envie de prendre. Rien que je vois l'encart derrière, bah il y a quasiment tout ce que j'ai, je les ai pas en fait. Donc je viens de me les prendre. Il y a l'auteur de Tokyo Alinbro qui a fait l'auto-école, là, il faut que je les prenne. Il y a Shisakobe, ça a l'air trop bien. Je suis Shingo, ça a l'air trop bien. Voilà, il y a plein de trucs, il faut que je prenne. Il y a aussi Stop Ibarikun, ça a l'air trop bien aussi. Voilà, c'est plein de trucs chez les Arnois qui sont très bien, enfin qui ont l'air très bien. Voilà, et Mikaki, j'aime beaucoup. One Punch Man, tome 13, donc on finit l'arc du tournoi, et faut que je vous dise un truc, en fait cet arc-là, je le trouve pas terrible, pas dans le sens qu'il est mauvais, hein, franchement il est épique, il est bien dessiné, mais je trouve que c'est un arc qui ne va pas à One Punch Man. Dans le sens où One Punch Man, pour moi, c'est une satire des mangas de shonen, où, bon, même si, voilà, ça fait écho, mais je trouve que c'est mal fait. Donc c'est pour moi, donc One Punch Man, c'est une satire de héros, donc je trouve ça épique, hein, franchement, je retire pas ça. Mais donc je disais, One Punch Man, pour moi, c'est une satire de manga shonen épique, baston, tout ça, neketsu, avec un personnage qui est tellement overcheaté qu'en fait, aucun combat n'a de challenge pour lui, parce qu'il est fini en un seul coup. Et en fait, là, on nous fait un arc tournoi. Bon, ok, le personnage se bat, fait des combats en un coup, ok, mais pour moi, ça n'aurait pas dû exister dans One Punch Man, parce que, en plus, j'ai cru comprendre que c'est un rajout de Yusuke Murata, et ça se voit parce que je pense pas que One aurait accepté ça, enfin, aurait inventé ça dans son manga qui est une parodie de manga shonen. Tu fous pas une parodie en foutant un putain de manga, un arc tournoi baston super stylé, qui en plus n'est même pas dans la même continuité de ce qui a été fait jusqu'à présent, où à chaque fois il y avait une méga menace. Là, c'est juste un tournoi bête et méchant, et à côté, t'as une putain de menace de la mort qui tue. Alors oui, la menace, ça va être stylé, mais j'avoue que passer 2-3 tomes, je les ai kiffés les 2-3 tomes, mais juste pour un tournoi, c'est peut-être un petit peu... Voilà, je trouve que par rapport à ce qu'a voulu écrire l'histoire jusqu'à présent, c'était pas terrible, hein. Après, comme j'ai dit, le dessin, l'histoire, ils sont cool, mais par rapport à l'univers de One Punch Man, enfin l'histoire de One Punch Man, je trouvais que c'était pas terrible. Voilà, je trouve que ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai eu jusqu'à présent de One Punch Man, et je trouve que le manga, là, actuellement, enfin là, avec ce tome-là, les scans, je les suis plus du tout, donc je ne peux pas dire, mais je trouve que le One Punch Man devient ce qu'il a toujours critiqué. Un shonen baston bête et méchant, voilà. C'est con, mais le mec c'était une satire et maintenant il devient ce qu'il satirait. C'est débile, voilà, c'est débile. Arslan, tome 9, donc c'est la fin de l'arc avec Rajendra, le prince de Cinderia, donc le pays indien, entre guillemets, on va dire, très influence indienne au niveau des visuels, la couleur de peau des personnages, mat. Et donc, normalement, d'après ce que je dis, et que je me souviens de la saison 1 de Arslan, c'est la fin de la saison 1, parce que je me souviens que ça se finissait avec ça, il quittait Rajendra, il retournait en Perse, Perse, je sais Perse, pour moi, je dis pas de conneries. Et la saison 2, que j'ai pas vue, c'était des trucs avec des bateaux, mais je l'ai jamais vu, donc je ne sais pas. Et donc là, normalement, le tome 10, quand il va sortir, ça sera de l'inédit pour moi, parce que c'est pas du truc que j'ai déjà vu, même si, bon, d'après ce que j'ai vécu comprendre, l'animé reprenait le chara-design de Madame Hiromu Arakawa, l'auteur de FMA, reprenait l'histoire de l'auteur qui est un roman, et ils avaient fait un mix des deux. Donc en fait, c'est pas une adaptation du manga, mais voilà, ils ont pris les premiers tomes, et après ils ont fait un peu leur histoire à leur sauce, parce que le tome 9 est terminé depuis
très peu de temps au Japon en fait, hein, c'est pas une adaptation. Donc c'était un peu bizarre quand même comme concept la saison 1 d'Arslan, parce qu'ils adaptaient pas le manga, ils adaptaient les premiers tomes et après ils reprenaient l'histoire mais avec le card design. C'est bizarre, c'est spécial. Enfin, si je dis pas de conneries, peut-être que je dis une grosse connerie, mais pour moi le tome 9 c'est sorti il y a très peu de temps au Japon, donc l'animé la saison 1 ça fait déjà au moins 2-3 ans que c'est sorti quoi, donc c'est bizarre. Et bah vivons la suite hein, pour boire de l'inédit, parce que j'ai pas vu la saison 2 et là ça annonce, ils vont dans une montagne, ça a l'air cool. On reste avec Yoshiki Tanaka avec son autre roman qui est adapté en manga, Les Héros de la Galaxie. Alors là je reconnais un petit peu, c'est là il commence à parler un petit peu de la forteresse de je sais plus quoi s'appelle, la forteresse de Hisselhorn, qui était un des gros, enfin le gros arc de l'anime de la saison 1, enfin des Héros de la Galaxie, et qui était quand même cool. Alors là ça se passe un tout petit peu avant ça, parce que ils disent que déjà ils ont essayé d'envahir la forteresse, ça a échoué, et en fait ils montrent vraiment que cette forteresse est un truc imprenable. Dans l'animé, ils montraient que c'était, ils disaient ouais, c'est imprenable, ça fait des années. Là, on nous montre une équipe qui y va, ils se font décimer, ils y vont avec plein de gens, ils se font décimer. Et alors, je crois que c'est ce qui fait un petit peu écho au début de la saison 1, où je comprenais rien, parce que forcément, t'arrives dans un méga contexte où tu comprends rien, tu connais personne. Là, depuis 2-3 tomes, j'ai eu les conseils, je connais un peu les personnages, je connais un petit peu les deux camps, voilà, je sais qui est sympa, qui est un enculé. Et on nous montre l'attaque de la forteresse qui a échoué. Et là, on nous parle qu'ils vont retenter une deuxième fois. Donc, ce qui fait écho avec l'animé, la saison 1, que j'ai vu. Et donc, c'est la fameuse bataille où on va voir Yanganui avec avec les anciens mecs de les Allemands, alors l'Empire de je sais plus quoi, je sais plus le nom de la forteresse, enfin le camp de Reinhard, qui ont changé de camp, qui sont chez Planète Libre, et qui vont les aider à envahir la forteresse. Ça va être cool, franchement c'est toujours aussi sympa, franchement j'adore le dessin. J'avais un peu de mal dans le tome 1, mais là je trouve que ça s'améliore un petit peu. Et bah, j'ai hâte de voir la suite, voir la forteresse de Hisselhorn, parce que ça me rappelle que c'était assez épique en animé. Hippo, saison 5, tome 21, tome 109 en japonais, et c'est le dernier tome de la saison 5 de Hippo. Et bah, comme on me l'avait plus ou moins spoilé, enfin on m'avait plus ou moins dit « Ah, tu vas voir, le combat il est bizarre, enfin il est spécial, tu vas trouver ça être triste ». Donc je m'étais plus ou moins douté que Hippo allait perdre ce combat. Et en plus quand tu vois les tomes, tu te dis « Mais c'est impossible qu'il gagne, le mec il est tellement pas au niveau ». Donc c'est la deuxième défaite de Hippo. Donc là il va, d'après ce que j'ai compris, il va raccrocher, il va prendre sa retraite en tant que boxeur. D'après ce qu'on m'a dit, hein, peut-être qu'on me raconte des conneries, je sais plus trop, peut-être que je confonds avec l'auteur qui va prendre sa retraite, je sais plus du tout. Et donc là on a Hippo qui se demande est-ce qu'il va continuer la boxe. Pour lui le mondial il est pas au niveau du niveau mondial. Et en plus il y a une scène vers la fin épique où Takamura lui dit ça c'est la ligne vers le niveau mondial. Tu l'as franchi, c'est pas pour toi. Là c'est le monde des bêtes, c'est le monde des hommes. Tu n'es pas de ce monde. Voilà, j'ai fait oh putain, cette scène elle est tellement épique. Et bah j'espère que Kurokawa va faire la saison 6 s'ils veulent la faire. Parce que j'ai cru comprendre dans un de leurs cours live. C'est pas que c'est compliqué, c'est le truc c'est qu'ils ont presque rattrapé les japonais, donc soit ils font une saison 6 en disant voilà on va faire les 21 prochains tomes, mais faut trouver une conclusion. Là, à chaque fois ils ont du bol, ils ont pris jusqu'un tome qui faisait un peu une conclusion. Par exemple, là, voilà, c'est cette conclusion, Hippo a perdu, il est un peu dépressif, on n'est pas en plein milieu d'un combat, on arrête le... Parce que souvent, c'est vrai que les tomes se finissent en plein milieu d'un combat, bah j'avoue, tu me fais une saison, bah fin de la saison, attendez les mecs, on est en plein milieu d'un combat, vous êtes des enculés. Donc, soit ils s'arrêteront peut-être en plein milieu, ils feront une saison de 15 tomes en disant voilà, là on a rattrapé, soit bah, ils feront une saison 6 qui sera la saison infinie jusqu'à que le manga soit terminé. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais en tout cas, Hippo c'est toujours aussi bien. Pokémon Diamant et Perle tome 4, donc c'est l'avant-dernier tome de la saga Diamant et Perle Platine. C'est le dernier tome de la saga Diamant et Perle. Le prochain tome, le 5e, sera entièrement consacré à Platine. Et donc il sort dans 2-3 mois. Normalement, je vais vous faire une vidéo Monsieur Manga se présente Pokémon en 2019. Je sais, peut-être en juin, je pense, en juin. En espérant, alors j'ai cru comprendre que c'était compliqué, qu'ils voulaient, mais que, voilà, c'est par rapport au format de tome, est-ce qu'ils le font, est-ce qu'ils le font pas. C'est Rosa. Moi, je me suis dit, s'ils font Rosa, je fais un Monsieur Manga se présente dessus, parce que j'aurai quasiment tout lu. Il restera que Noir et Noir 2, Blanc 2. Et je me dis, à part ça, franchement, j'ai lu tout Pokémon de la Grande Aventure. J'aimerais vraiment vous en parler, parce que maintenant, j'ai lu pas mal de choses. Hein, j'ai quasiment tout lu. J'ai lu toutes les séries, à part Noir 2, Blanc 2, et la suite de Ruby et Saphir Rosa, Ruby Omega, Saphir Alpha, qui est un peu, on va dire, des histoires à part. Hein, c'est dans l'histoire de... Pokémon de la Grande Aventure, mais voilà, c'est pas... Souvent, ça a une incidence sur une série suivante ou dans 2-3 séries, donc là, je lis pas, j'ai pas envie d'attendre avec impatience Rosa, mais j'ai quand même envie de le lire.
Et je vous la ferai, cette vidéo. J'ai envie de la faire en plus. Il y a plein de choses à dire sur Pokémon La Grande Aventure. Et on a quasiment, maintenant là j'ai envie de le dire, on a quasiment tout Pokémon La Grande Aventure. Hein. Il reste que Rosa et Noir de Blanc 2. Deux séries. Donc Noir de Blanc 2 qui est en pause au Japon. Donc ils attendent que ce soit fini pour le sortir. Kurokawa. Rosa, c'est 2 tomes. Ils peuvent le sortir en one shot comme Earth Gold Soul Silver. Franchement, je sens que Rosa va sortir l'année prochaine. Je ne sais pas quand, mais il va sortir, c'est sûr et certain. Sûrement en gros pavé. Franchement, ça serait logique. Hein. Après, ils ont dit, ouais, mais en fait, au Japon, c'est pas pareil. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Franchement, je pense qu'ils nous font marcher. Je pense qu'on va l'avoir en gros pavé comme ça. À voir, peut-être que je dis des conneries. Mais je me suis jamais trompé hein, sur Pokémon. Hein. Jusqu'à présent, faut regarder mes anciennes vidéos. J'avais dit que ça sortirait, ils sortiraient Rouge Feu Vert Feuille et Émeraude en un seul gros pavé. De 3-4 tomes, et ils l'ont fait en 4 tomes. J'avais dit que Platine ça serait en 4 tomes, c'est en 5 tomes, mais j'avais dit qu'il ferait Diamant, Perle, Platine en un seul bloc, pas de ces histoires séparées, c'est des cas. J'avais dit que Earth Gold Soul Silver ça sortirait en un seul pavé, ils l'ont fait. Enfin, franchement, j'ai du pif, j'ai tout le temps du pif, même Soleil et Lune, je l'ai piffé. J'avais dit ça va sortir, parce que ils ont bientôt fini XY, ils ont fini, je sais plus quoi, c'était Rouge Feu Vert Feuille Émeraude. J'avais dit là il n'y a plus de Pokémon, ils vont sortir Soleil et Lune, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti Soleil et Lune. J'ai piffé tout dans Pokémon, donc je le sens qu'on va avoir Rosa qui va sortir l'année prochaine, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.